faire ces humanités consiste à étudier les langues qui font le lien entre les humanités. Et si le savoir qui faisait souche à tous les savoirs, c'était la connaissance paysanne, la connaissance du jardinier, la connaissance de l'homme qui est en lien avec la terre qui nourrit et qui sait la cultiver. C'est une action et une mission la plus belle qui soit. L'agroécologie. L'agriculture écologique, c'est renouer avec cette force de la vie et l'utiliser à des fins de survie. La destruction de notre puissance agricole. Notre souci, c'était dès le départ de cultiver ce domaine en agriculture biologique. Et Pierre a été la première personne qui nous a dit « la terre, c'est l'avenir ». Quand on parlait de la terre, on parlait de la même façon. La possibilité donnée aux bobos d'aller faire leurs courses à la ferme dans le cadre des circuits courts. Maintenant, on est dominé par cette espèce de violence du capitalisme et on doit légitimement se protéger. Mais je ne crois pas du tout à la lutte qui serait simplement dans les éclats de colère. Je crois que la lutte aujourd'hui, ça doit être dans « je fais ». Et quand j'apprends à un paysan à soigner la terre, pour moi, c'est une victoire. Et quand je parle au nom de la terre, je parle pas seulement au nom de Pierre Rabhi. Et pendant qu'on y est, on pourrait toucher le béret et on aurait même le droit, pour chaque produit acheté, de faire une photo. Ce n'est pas les agriculteurs pour moi, c'est pas une espèce en voie de disparition. Et ce ne sont pas des cantonniers, je précise avoir le plus grand respect pour les cantonniers. Les agriculteurs sont des entrepreneurs. On a plus de 600 suicides en agriculture en France tous les ans et on va faire une vitrine sur les suppôts robots de traite, sur les nouvelles machines. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Là, on se fiche des paysans. C'est contraire, en fait, à la résolution des problèmes. Gagner dans la société française, c'est reprendre, si on veut, la joie, la facilité qui était la nôtre pendant les élections européennes. Mais Danny Cohn-Bendit, on ne peut pas dire que ce soit un soutien franc et massif. Vous nous dites que le contenu... Vous savez, moi, depuis De Gaulle, les soutiens francs et massifs, je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, mais vous le dites... J'arrête d'être ridicule. Vous me demandez d'être ridicule, je ne veux pas être ridicule. Je ne veux pas que vous soyez ridicule, mais disons que vous nous dites que le contenu écologique, de toute manière, s'imposera aux candidats futurs. Mais comment on peut arriver à un score potable d'Europe Écologie si vous parlez déjà des législatives ? Les deux sont liés. Départ de la campagne présidentielle de Eva Joly, soutenue par Daniel Cohn-Bendit et José Bové. Dans sa présentation aux journalistes, Daniel Cohn-Bendit soutient que gagner la population à un courant d'idées, à une alternative politique, se fera en travaillant sur tous les plans électoraux. Quant à José Bové, qui représente les intérêts paysans au Parlement européen, il n'a de cesse de dénoncer la difficulté d'une partie des paysans en France, qui compte le suicide de 600 paysans par an. Dans ses divers meetings électoraux pour la présidence, Eva Joly a énoncé les propositions de passage progressif à une agriculture écologique. L'acceptation de ces propositions par les paysans et les exploitants agricoles est la condition même de faisabilité de ces propositions. Les paysans mécontents. En soutien aux éleveurs, la baisse du prix du lait. Il faut que les consommateurs payent réellement le vrai prix de l'alimentation. Alors avec la PAC, ça a été certes un défaut, les gens ne se sont pas rendus compte et ont banalisé l'alimentation. L'augmentation qu'on demande aujourd'hui sur le prix du lait, c'est 15 € à l'année par foyer, pour un foyer de 4 personnes. Ouais, c'est rien. C'est rien du tout. C'est dérisoire. Aujourd'hui, on n'y arrive pas. Non, c'est honteux. Non, alors 100 € qu'un consommateur dépense pour l'alimentation, sur 100 €, il y a 7 € qui revient à l'agriculture. C'est pas normal. Sur 100 € qu'un consommateur dépense, il y a 7 € qui revient à celui qui produit, à l'agriculteur. 7 €. C'est ce qu'on dénonce aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là. Le remembrement du pays, couper les bosquets, enlever les haies, enlever les vieux arbres qui gênaient le passage des tracteurs et des grosses machines agricoles afin d'augmenter la production agricole, a-t-il isolé les paysans ? A-t-il provoqué un isolement dans le fait de ne plus avoir assez de matériel, par exemple, et de devoir disparaître, au bénéfice d'autres, beaucoup mieux armés pour affronter cette métamorphose du métier de paysan ? L'industrialisation de l'agriculture est alors vécue comme un grand progrès. L'arrivée des engrais et des pesticides
augmente spectaculairement les rendements. La production est rationalisée en regroupant les parcelles. Et pour cela, d'énormes titans tels que bulldozers et pelles mécaniques défoncent le sol, arrachent les racines et les souches, et grâce à ces techniques ultramodernes, les arbres qui gênaient les communications sont abattus en quelques instants. En France, le remembrement commence dans les années 60. En 20 ans, 750 000 km de haies sont arrachés, 18 fois le tour de la Terre. À l'époque, seuls quelques écologistes tirent la sonnette d'alarme. Sous Nicolas Sarkozy, l'agriculture a perdu un tiers de ses paysans. Le taux de suicide y atteint des chiffres inquiétants. La pollution continue de galoper et 73% des Français sont aujourd'hui inquiets de la présence de pesticides dans l'air. En rupture avec ces données, Eva Joly donne ses titres de noblesse à l'agriculture paysanne et familiale, qui permettra de privilégier l'emploi au rendement et de redonner vie aux campagnes abandonnées par l'État. Les raisons des épidémies modernes de santé, comme le cancer, vous savez qu'il y a réellement une épidémie, il y a 350 000 nouveaux cas de cancer par an, et ce n'est pas lié simplement au vieillissement de la population, car il y a de plus en plus d'enfants qui sont frappés. Il faut que nous ouvrons les yeux et que nous voyions que cela est lié à la pollution, à l'environnement, à l'usage des pesticides. Et c'est pourquoi l'écologie est aussi la solution pour les problèmes de santé, car nous diminuerons pendant la durée de la mandature de moitié l'usage des pesticides et nous les abolirons complètement sur une génération. Deux mots sur l'absurdité qui est l'agriculture intensive, l'élevage intensif. La Bretagne est vraiment l'exemple. Ces paysages magnifiques, ces côtes magnifiques, abîmées par les algues vertes. Vous vous souvenez que l'été dernier, il y a 5 marcassins qui ont trouvé la mort sur les plages de Bretagne et les plages ont été fermées. Vous vous rendez compte quel scandale pour nous, pour notre droit à la beauté, au paysage et pour les paysans à la santé, à vivre décemment. C'est un système au bout du souffle qui ne fait plus vivre les paysans et qui nous rend tous malades. Devant cette situation, le gouvernement actuel a autorisé l'épandage de 25% de plus en Bretagne, ce qui va avoir pour effet mécanique d'augmenter encore la production d'algues vertes. Donc évidemment, nous voulons une agriculture paysanne qui nourrisse sainement la population. Nous voulons qu'il y ait 20% de terres nettes agricoles en bio d'ici 2020 et nous avons pour objectif que dans 5 ans, il y a du bio dans toutes les cantines de France. Eva Joly n'a remporté que 2,3% du vote français à l'élection présidentielle de 2012. Ces 2,3% sont le portrait de la préoccupation écologique du pays France, du peuple français. 2,3%. C'est le portrait du pays. Elle a fait campagne du mieux qu'elle a pu. Le vote s'est partagé entre les deux poids lourds, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Et quand le ministre Le Foll, ministre de l'Agriculture, a proposé d'aider le semis sous couvert, qui est une technique novatrice et très performante d'agriculture écologique, il y a eu protestation de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, qui sont restés dans une protection essentielle à défendre de l'agriculture conventionnelle, c'est-à-dire avec intrants et pesticides. La FNSEA a un très grand pouvoir et lorsqu'elle se déplace en ville, c'est 400 tracteurs qui bloquent la ville. La préoccupation de la FNSEA
est-elle écologiste? Dans le cas contraire, comment passeraient les réformes d'Europe Écologie auprès des paysans? Elle était attendue à Nantes et elle ne s'est pas dérobée. Eva Joly est arrivée avec des lunettes noires et elle a rempli son devoir de combattante pour l'écologie. Mon combat est un combat pour changer la règle du jeu politique. Mon combat est un combat contre le cynisme. Mon combat est un combat contre les petits arrangements entre amis. Mon combat est un combat pour la transparence, la démocratie, le pouvoir des citoyens. Mon combat est un combat contre la tricherie et l'impunité. Ce combat pour des valeurs, les 1200 militants venus soutenir leur candidate l'ont apprécié. Elle a un discours vraiment poignant et comme elle disait, elle ne ment pas. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a subjuguée. Ce qu'elle a dit aujourd'hui sur l'honnêteté, sur l'intégrité, sur le respect donc, des gens, c'est très fort. J'ai bien aimé. Au cours de ce meeting, il a beaucoup été question de Notre-Dame-des-Landes. Tous ont dénoncé l'inutilité de ce projet aéroportuaire et un représentant de la CIPA s'est même fait applaudir pour son esprit de résistance. À Notre-Dame-des-Landes se joue un enjeu de société considérable, irréversible et répétitif. On avance sans avoir la capacité de s'arrêter, de faire un pas dans l'autre sens et d'y réfléchir un peu. Il faut construire un aéroport de 1200 hectares et couvrir 1200 hectares de zones naturelles, de zones humides, une faune et une flore irremplaçables. Non seulement il s'agit d'éradiquer la nature, mais les paysans en sont chassés. Des paysans qui travaillent à ce pays, à nourrir le pays et à faire ce paysage depuis parfois 500 ans de génération en génération. Plutôt que de repeupler la ruralité, de la revitaliser en passant à une agriculture biologique pourvoyeuse d'emplois, la France préfère continuer dans ce modèle d'industrialisation et de productivisme lié au pétrole et au machinisme, avec retour sur investissement financier. Quant à l'expression bizarre d'agroécologie, c'est le faux-nez d'une véritable obsession pour la destruction de notre puissance agricole qui serait remplacée par la possibilité donnée aux bobos d'aller faire leurs courses à la ferme dans le cadre des circuits courts. Qu'un ancien président, et accessoirement peut-être un futur président, puisse tordre le cou à la réalité, mépriser ainsi la classe scientifique, c'est vrai que ça fait peur. Ça fait peur parce que le sujet climatique n'est pas un sujet anecdotique. C'est un sujet qui conditionne tout ce à quoi nous sommes attachés les uns et les autres, qui peut saper les acquis de la démocratie, notre monde économique, et qui ajoute encore une fois de l'injustice à l'injustice, parce que les changements climatiques, au moment où on parle, pardon de le répéter, mais touchent des hommes, des femmes et des enfants qui sont déjà en situation de vulnérabilité. Donc voilà, c'est pas un sujet avec lequel on peut plaisanter. Ça fait peur, vous parliez de Nicolas Sarkozy, mais comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est une posture populiste, anti-système, ou est-ce qu'il y a derrière ces discours des intérêts économiques? De lui demander pourquoi en si peu de temps il a changé à 180 degrés, puisque je suis bien placé pour être témoin qu'il avait des convictions affichées. D'ailleurs, preuve en est, ça s'est traduit notamment par le Grenelle de l'environnement sur ce sujet-là. Mon sentiment, mais ce n'est pas une conviction, c'est qu'il a tordu le cou à la réalité simplement pour de basses intérêts, calculs électoraux. Et c'est dommage, parce que c'est un sujet, encore une fois, qui doit transcender les clivages politiques, parce que de toute façon, la réalité va nous rattraper. On parle des réfugiés aujourd'hui liés au conflit, mais les réfugiés climatiques, les réfugiés liés à la désertification, ça sera une deuxième vague. Oui. Donc si on ne pose pas un bon diagnostic, si on nie la réalité, eh bien on sera encore une fois surpris d'une autre réalité qui va nous sauter à la gueule dans les années qui viennent. Oui. Si on avait appliqué le principe de précaution sur un certain nombre de sujets, sur l'amiante, par exemple, si on avait appliqué le principe de précaution simplement sur les changements climatiques, c'est-à-dire que si on avait levé le pied avant, eh bien, nous ne serions pas dans des situations aussi extrêmes. Donc oui, c'est tragique de se dire que le peu d'acquis que nous avons, certains sont prêts à le remettre en cause. Et en revanche, à utiliser ce même principe de précaution et à le transférer dans d'autres domaines, notamment dans le domaine judiciaire, puisque j'ai cru entendre notamment l'ancien président de la République vouloir appliquer le principe de précaution en matière judiciaire, c'est-à-dire pouvoir mettre des gens, incarcérer des gens ou arrêter des gens avant même de savoir s'ils ont été des auteurs avérés de faits ou pas.
L'agriculture industrielle était probablement la manière la plus désastreuse que l'homme ait trouvée pour produire sa nourriture. À l'époque où Pierre le disait, ça paraissait un peu farfelu, mais aujourd'hui c'est tellement évident. La nourriture aujourd'hui est tellement toxique que quand on se met à table, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faudra se souhaiter bonne chance. Jean-Christophe Bady fait partie des repentis de l'agriculture conventionnelle. Cet agriculteur du Gers a cessé d'utiliser les engrais et les pesticides il y a 8 ans pour des raisons de santé. Le poison. Chaque fois que je l'employais, même avec le masque, je saignais du nez. Et là, ça c'est les vestiges de l'agriculture conventionnelle. Ça c'est vieux ça. Les bidons en alu comme ça, c'est les années 80 ça. On était fous, oui. Et encore, nous on a eu une certaine mise en garde par rapport à ces produits quand on est allé à l'école, quoi. On nous a appris les molécules, tout ça, on nous a dit que c'était dangereux, mais il fallait faire attention. La génération d'avant qui n'a pas été à l'école, on leur disait rien, ils touchaient les produits avec les mains, sans masque, sans rien. C'est un empoisonnement terrible, quoi. On a peut-être sacrifié 2 générations, quoi, à vouloir appliquer une agriculture comme ça. C'est un truc de dingue. Pour enrichir son sol, Jean-Christophe a alors cherché des méthodes alternatives à la chimie. Il y a 3 ans, il a opté pour l'agroécologie préconisée par Claude et Lydia Bourguignon. Plus aucun labour et une couverture végétale permanente de la terre. Alors aujourd'hui, je vais semer, ça c'est du radis fourragé, c'est une crucifère. En gros, ça va remplacer tout ce qui est travail du sol. La charrue, les outils à griffes, éventuellement le décompacteur. C'est une racine pivotante très puissante. Et à côté, ça je vais l'enterrer, c'est de la féverolle. Ça va remplacer tout ce qui est les engrais. Voilà, c'est-à-dire que ces plantes-là sont capables de fixer l'azote de l'air et le remettre dans les racines. Et elle libérera l'azote dans le sol. Voilà, donc avec ça, je remplace beaucoup d'outils et d'engrais chimiques. Ça fait un gros pivot qui va venir décompacter le sol. Donc autant dire que ça fait, on va dire, le boulot d'un bon cultivateur ou d'une bonne charrue. C'est ce qu'on appelle les mauvaises herbes d'habitude? Voilà, ça c'est ce qu'on nous a appris, les mauvaises herbes. Mais il n'y a pas de mauvaises herbes, puisqu'elles ont chacune un rôle. Là, je redeviens paysan, donc c'est quand même intéressant, quoi. On pourrait presque dire jardinier, puisqu'on travaille avec toutes ces botaniques, toutes ces fleurs, toutes ces plantes. Moi, cette terre, je l'aime, quoi. On lui donne de l'amour et elle nous rend des plantes. Donc, on vient de là, on repartira là, et ainsi la vie est faite, quoi. Depuis qu'il a arrêté le labour et les engrais, Jean-Christophe passe 5 fois moins de temps qu'avant dans son tracteur. Et 5 fois plus à arpenter ses parcelles pour observer ses plantes. Pour lui, les couverts végétaux ont sauvé son exploitation. Le couvert végétal, c'était pour pallier à un problème d'érosion. Comme c'est une région assez vallonnée, chaque fois qu'il pleuvait, on retrouvait tout ça ou dans les rivières, les ruisseaux, les lacs, les mares. Voilà, donc on perdait la terre fertile. Je ne perds plus de terre, je commence à reconstruire. Voilà. Donc ça va pas vite, ça va pas aussi vite que démolir, mais je ne perds plus mon sol. Pour l'instant, les agriculteurs convertis aux couverts végétaux sont encore rares. En France, ils seraient 3000 environ, 1 sur 200 seulement.